toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Au programme aujourd'hui, notre rôle modèle du jour est écrivain. Il a séduit les adolescents pour le prix Goncourt des lycéens 2022. Focus sur Sabile Goussoub et son ouvrage Beyrouth sur Seine. Elle a une idée derrière la tech, toujours en 2023, c'est Amélia Mattar. Amélia, c'est encore l'heure des bonnes résolutions, tant mieux. La tienne, c'est de combattre le réchauffement climatique par un jeu. Oui, si dans vos bonnes résolutions de l'année, il y a celle de vous engager dans la lutte contre le réchauffement climatique, ce jeu est fait pour vous. Et vous le savez, aujourd'hui, on continue à passer en revue les tendances qui feront 2023. Santé, environnement, finance, industrie, intelligence artificielle. Autant de terrains de jeu pour les technologies quantiques. Sommes-nous à un photon de la révolution tant promise, de la science-fiction à la réalité? On va faire un saut quantique. Attention, attachez vos ceintures. Avec nous pour en parler, deux pédagogues et experts du sujet. Fanny Bouton, vous êtes Quantum Lead pour OVH Cloud, expert du numérique. Bonjour à vous. Bonjour. Et Olivier Ezrati, auteur, speaker, consultant en technologie quantique, cofondateur du Quantum Energy Initiative. Bonjour à vous, Olivier. Bonjour, Marjorie. Et puis surtout, vous êtes les deux inséparables animateurs du podcast des codes Quantum et de Quantum aussi, une collection d'entretiens en partenariat avec French Web pour tout comprendre des technologies quantiques et de ses protagonistes. Je l'ai bien dit. Parfait. On revient au quantique dans un instant, mais d'abord, focus. Et ça y est, les lycéens ont tranché le 24 novembre dernier d'ailleurs. Ils ont décidé de sacrer Sabile Goussoub pour son livre Beyrouth sur Seine. Il a donc reçu le prix Goncourt des lycéens 2022. Une histoire d'aller-retour entre la France et le Liban sur fond de guerre. Mais il s'agit surtout d'un véritable hommage à ses parents. Un voyage dans lequel nous emmène tout de suite Xavier Terrade. Le prix Goncourt des lycéens 2022, organisé par la FNAC et le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, sous le haut patronage de l'Académie Goncourt, a été attribué à Sabile Goussoub. À la fois personnel et universel, à la fois devoir de mémoire en racontant un bout d'histoire avec un autre regard, à la fois une déclaration d'amour à la France, au Liban, mais surtout à ses parents. Le livre de Sabile Goussoub, Beyrouth sur Seine, a reçu le prix Goncourt des lycéens 2022, un ouvrage dont l'idée lui est venue après la révolution en 2019 au Liban. C'est-à-dire qu'en fait, quand je suis rentré de la révolution au Liban, je pense qu'une révolution fait naître plein de petites révolutions. Plein de toutes petites révolutions qu'on voit pas, mais qui fait qu'une révolution, avec le temps, va vraiment prendre place dans un pays. Et moi, ma petite révolution était d'interroger mes parents. Ces discussions l'ont conduit à découvrir leur ressenti sur la guerre du Liban qui a duré de 1975 à 1991. Né en 1988, le chroniqueur et journaliste de 34 ans n'en avait pas de réel souvenir. Ce qui m'intéressait, c'est de raconter cette guerre de loin, c'est-à-dire comment finalement mes parents ont vécu cette guerre. Donc de loin, donc à travers les journaux, à travers la presse. Moi j'ai vu beaucoup d'archives de l'INA aussi parce que donc c'était la télé française et mon père regardait beaucoup la télé française. À l'époque il pouvait pas encore se brancher sur ces chaînes nullissimes libanaises, donc il regardait TF1, France 2. Beyrouth sur Seine est le premier livre de Sabile Goussoub publié aux éditions Stock. L'auteur avait auparavant sorti aux éditions de l'Antilope deux ouvrages intitulés Le Nez juif et Beyrouth entre parenthèses. Je pense que tout Libanais qui vit à Paris est un peu à Beyrouth. Et j'en parle de plus en plus avec des amis à moi qui sont ou franco-libanais ou qui sont libanais et qui sont venus à Paris. Et quand je leur demande pourquoi vous avez choisi Paris, ils me font c'est parce qu'on n'est pas loin du Liban et que s'il y a un truc, je peux y aller en 2 secondes. Pour l'auteur, se rapprocher du Liban, c'est aussi être au plus près de ses parents, qui sont la principale source d'inspiration de ce 3e roman, bien évidemment autobiographique. C'est une histoire qui est inspirée d'abord de la vie de mes parents. Mes parents sont arrivés, ils sont libanais, ils sont arrivés à Paris en 1975. Ils pensaient étudier 2 ans puis retourner vivre au Liban et la guerre du Liban a éclaté et elle a duré 15 ans. Comme beaucoup de Libanais à l'époque, ils pensaient que la guerre allait s'arrêter 1 mois après, 1 an après, et donc ils allaient pouvoir retourner. Et finalement, ils ne sont jamais retournés au Liban et ils vivent encore aujourd'hui à Paris. Même si Sabile Goussoub est née à Paris, ses parents lui ont transmis leur fort attachement au Liban, un pays qu'il a toujours au cœur, mais l'auteur a le sentiment d'avoir bouclé la boucle et se prépare à surprendre ses lecteurs. Il a déjà un projet d'ouvrage dont l'intrigue se passerait ailleurs. Et voilà pour Sabile Goussoub. Et on souhaite évidemment bon courage pour la prochaine édition du prix Goncourt des lycéens. Ce sera à venir. On le suivra avec vous ici en 2023 dans l'École du Futur. Mais tout de suite, on va jouer au chat de Schrödinger. Les tendances 2023, version quantique, c'est parti. Et
pour entrer justement dans ces technologies quantiques, Fanny Bouton, Quantum Lead pour OVH Cloud, Olivier Ezrati, auteur, speaker, expert des technologies quantiques et cofondateur de l'initiative Quantum Energy Initiative, sont avec nous. Messieurs, mesdames, vous êtes aussi les incroyables animateurs de 2 podcasts, Décode Quantum, en partenariat avec French Web, pour pouvoir justement revenir sur ces personnalités qui font le quantique au cours de grands entretiens. Et puis, Quantum, tout court, comme un Quantum Leap, un saut quantique que vous effectuez sur l'actualité des technologies quantiques. J'avais envie d'abord qu'on revienne peut-être back to basics, au départ du quantique. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Parce qu'on se le dit assez souvent, le quantique, oui, c'est fantastique. On se dit qu'on a aussi une révolution où chaque qubit peut faire la différence. Mais quand on parle de quantique, Fanny, on parle de quoi exactement? Alors ça dépend si on parle de physique quantique ou d'informatique quantique déjà. Mais les bases, c'est la physique quantique. Il y a eu une première révolution qui a montré qu'on avait des toutes petites particules avec des comportements bien spécifiques. Olivier pourra redétailler lesquels par la suite. Et on en a eu une un petit peu plus tard qui est la seconde révolution quantique. On a vu qu'on pouvait les manipuler. De là est venue l'idée de faire un ordinateur quantique, entre autres, mais on a aussi de la communication et des capteurs quantiques. Sur l'informatique quantique, et il y a une promesse incroyable, c'est d'avoir la possibilité de faire certains types de calculs beaucoup plus rapidement que maintenant. C'est passé de milliers d'heures de calcul, de mois de calcul, à peut-être quelques minutes. Et ça va toucher tous les domaines. Ça va de la médecine à tout ce qui est simulation et de nouveaux matériaux. Donc ça, on va pouvoir vraiment changer beaucoup de choses. Ouais. Mais il y a encore beaucoup de paliers technologiques pour y arriver. C'est pour ça que c'est une grosse révolution, mais en même temps, on dit le truc final pourrait arriver que dans 20 ou 30 ans, et ça paraît très loin. Mais il y a plein d'étapes intermédiaires actuellement qui sont en train de se faire, qui vont déjà donner des améliorations. Et surtout, la France est super bien placée et c'est maintenant qu'il faut y aller. C'est maintenant ou jamais. Je rebondis sur l'informatique quantique, du coup, de façon beaucoup plus spécifique. Sans mauvais jeu de mots, c'est un saut quantique tout court, ce qu'on est en train de vivre en termes de nouvelle génération d'informatique, Olivier. On n'est pas juste en train de se dire on passe de l'informatique telle qu'on la connaît à une accélération de vitesse de calcul, quelle qu'elle soit. Non, on change d'air, littéralement. Alors potentiellement, on pourra changer d'air dans un futur assez lointain, mais on est surtout en train de créer des outils qui vont compléter les outils existants. Ça, c'est très important de le comprendre, parce que très souvent, les gens pensent que l'ordinateur quantique, c'est une révolution qui va tout balayer, tout remplacer. Non. Là, on est plutôt un peu comme les processeurs graphiques, comme ceux d'NVIDIA, qui ont aidé à faire de l'intelligence artificielle plus efficace. Là, on est dans une nouvelle génération de technologies qui va compléter les data centers, le cloud d'aujourd'hui, pour permettre de faire des choses, notamment vis-à-vis des chercheurs. Les chercheurs vont avoir à leur portée, et d'ailleurs, certaines startups françaises sont à même de proposer des outils, même aujourd'hui, qui vont permettre de faire des recherches plus efficaces pour inventer de nouveaux médicaments, pour peut-être inventer des solutions liées à la captation du carbone, liées à la production d'énergie plus efficace, peut-être même aider à optimiser la fusion nucléaire, ça peut jouer un rôle ici aussi. Et tout ça, c'est des outils pour les chercheurs, en fait, dans un premier temps. Et puis, dans un deuxième temps, ça sera des outils aussi pour les entreprises, pour, en gros, optimiser leurs opérations, pour les rendre plus efficaces dans le domaine de la finance, dans le domaine des transports, de la logistique, pour faire mieux. Mais pas pour remplacer l'existant. Donc ça veut dire que les deux vont cohabiter pendant un moment. Ah oui, mais tout le temps, en fait, parce qu'il faut de l'informatique classique pour piloter l'ordinateur quantique. Et c'est plutôt un super GPU qui va accélérer les calculs. Et c'est tout ce qui est optimisation, simulation, peut-être le quantum machine learning, mais ça va pas faire, on peut pas faire d'interface graphique, on peut pas faire tout un tas de choses avec un ordinateur quantique de toute façon, et ça on le sait. Donc on accélère quand même la recherche, l'industrie, un nombre de secteurs assez considérable. Est-ce que je fais de la technologie fiction si je dis qu'avec un ordinateur quantique, s'il avait été déjà opérationnel en 2020, on aurait pu accélérer la recherche, par exemple, sur un traitement ou un vaccin contre le Covid ? Pour le Covid, par exemple, on a déjà vu, grâce à l'IA, on savait accélérer les résultats. On a réussi à avoir un vaccin en 18-24 mois au lieu de 5 ans. Parce qu'avant, il fallait tout faire dans des éprouvettes en physique. Et maintenant, on simule ça et on accélère tous les mauvais et bons résultats. Et on fait plus en éprouvette que ce qui est
potentiellement intéressant. Mais par contre, avec en effet l'informatique quantique, c'est qu'on pourrait simuler quasiment tous les cas, je ne vais pas dire instantanément, mais c'est la promesse, c'est de se dire en quelques jours, on pourrait trouver le bon résultat ou les meilleurs résultats à tester en éprouvette. Et ça, ce serait phénoménal. Ça donne des promesses pour tous les types de médicaments, pour les effets secondaires, mais ça va pour tous les types de matériaux. Ce serait pour faire des nouveaux pneus encore meilleurs, pour faire, je ne sais pas, des nouveaux matériaux, des nouvelles fourrures dans le luxe. Il y a plein de choses à imaginer. Donc avec les technologies quantiques, appliquées notamment à l'informatique, on est finalement sur un accélérateur de temps. C'est surtout ça ce qu'il faut retenir pour l'instant. C'est plus qu'un accélérateur, en fait, c'est surtout de remplacer des problèmes qui sont insolubles aujourd'hui, où le temps de calcul serait infini, par un temps raisonnablement d'un point de vue humain. Donc ça ne veut pas dire que c'est très rapide, en fait, paradoxalement. Beaucoup d'algorithmes que je connais qui permettent de créer des solutions telles que celles que Fanny évoque, parfois ils ont des temps de calcul de 1 mois. Mais c'est 1 mois qui remplace un temps infini. Donc c'est mieux. Donc c'est rendre accessible aux chercheurs et aux entreprises des choses qui ne le sont pas aujourd'hui. Ouais. C'est surtout ça qui est important. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ce n'est pas les mêmes mathématiques et les mêmes algorithmes. On change aussi de façon de fonctionner. Donc on est en train de revoir toutes les mathématiques et on se rend compte que même sans l'ordinateur quantique, on a des avantages à utiliser ces maths-là. Et ça, c'est aussi un pari. C'est pour ça qu'il faut y aller maintenant, c'est qu'il faut tout réécrire avant même que la machine existe. Mais voilà, c'est vraiment intéressant parce que ça renouvelle, ça réenrichit les maths, le logiciel, la façon de faire. Quand je vous entends, je me dis que c'est un défi donc scientifique, le quantique, c'est un défi industriel, économique, politique aussi, on va y revenir. C'est un défi pour l'éducation aussi, ça veut dire qu'il faut changer notre façon d'appréhender à la fois l'informatique et aussi, j'imagine, aller chercher ces talents du quantique à venir. Alors oui, effectivement, il faut savoir que la création de logiciels pour ces nouvelles machines est complètement différente par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. On ne programme plus ces machines-là de la même manière. Il faut apprendre des mathématiques, beaucoup de mathématiques, alors que quand on programme classiquement, on ne fait pas beaucoup de mathématiques en pratique. En réalité ? En réalité, moi je suis développeur, j'ai été développeur par le passé. Je pense que je travaillais avec la règle de 3 principalement, alors que quand on fait des mathématiques pour le calcul quantique, là il faut maîtriser un champ de mathématiques qu'on appelle l'algèbre linéaire, donc c'est en gros des mathématiques compliquées. Ensuite, il faut des outils différents. La visualisation n'est pas la même, le processus de développement n'est pas le même. Tout est différent en fait. Il faut quasiment reprendre à zéro. Alors, les informaticiens d'aujourd'hui pourront s'adapter, je pense. Il y a une partie d'entre eux qui pourront se former en formation continue. Pour les jeunes, ça va être plus facile parce qu'ils vont partir à zéro. Donc les jeunes qui sortent des universités, des grandes écoles, ils pourront apprendre ça. Mais c'est vrai que c'est un modèle entièrement différent. Alors par contre, ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas faire de l'informatique quantique en s'isolant complètement de l'informatique habituelle. Il faut connaître les deux, en fait, pour bien l'utiliser. Bon, d'abord, l'ordinateur quantique, il est piloté par un ordinateur normal. Oui, ce que disait Fanny tout à l'heure. Avec un clavier, une souris et un écran quand même. Donc avec du Python, qui est le langage qu'on utilise pour faire de l'intelligence artificielle, on va l'utiliser aussi pour le quantique. Donc il y a un mélange de l'ancien et du nouveau. En tout cas, intellectuellement, pour les jeunes comme pour les moins jeunes, c'est extrêmement enrichissant. Ça oblige à se... Il y a une excitation parce qu'on est dans un nouveau Far West, il faut tout découvrir, il faut aller creuser, trouver les nouvelles pépites d'or. On sait qu'il y a une mine, mais personne ne sait encore où c'est exactement et comment ça va se faire. Il y a plein de façons de le faire. Donc on voit plein de gens, de nouvelles équipes se créer et on est en train de créer des métiers de demain, un peu comme on l'a fait au début du web, mais en plus complexe, où au début il y avait des infographistes et puis des développeurs en HTML et maintenant il faut 35 métiers pour faire un site web qui tient la route. Là, ça va être... Ou du no-code. Ou du no-code. Mais en tout cas, il a fallu des gens pour faire le no-code derrière. Mais là, c'est encore plus complexe et en même temps, c'est... Il faut de tous les métiers. Il va falloir des physiciens, des mathématiciens, des ingénieurs, des développeurs. Et tout le monde est obligé de travailler ensemble et de collaborer, d'échanger ses savoirs aussi pour pouvoir collaborer et faire ça. Ces métiers du futur promis par le quantique, ça pourrait être lesquels, par exemple ? Comme on peut imaginer aujourd'hui ces fameux 85% de métiers de 2030 qui sont encore en cours d'imagination, de création. Les métiers du quantique, ils vont aboutir à quoi ? On voit déjà, par exemple, des doubles licences biologie, informatique actuellement. Et les jeunes, souvent, ils arrivent en biologie puis ils disent « Ouais, moi, l'informatique, pas trop ». Mais en fait, il faut justement simuler, coder, développer tout ce qui va permettre de faire ces simulations de la biologie avant de retourner aux éprouvettes. Et des gens comme ça à double cursus, on commence déjà à en faire. Pareil, on parlait des maths linéaires.
Moi, j'en ai pas fait au collège et toi, sûrement pas. Moi, j'ai vu mes fils en faire dès le collège et le lycée. Donc, il y a déjà des bases quand même qui sont incluses dans les mathématiques de maintenant, dès l'école, qui vont leur permettre d'avoir une vision que nous, on n'avait pas. Après, c'est très basique, il faut aller encore plus loin. Mais c'est ça, c'est comment ces doubles cursus sont en train de se faire. Et les prochains métiers, ça va être, des quantum biologistes. Il y a plein de métiers. C'est très voisin de l'IA, en fait. L'IA a généré le même phénomène. Par contre, il y a beaucoup d'autres métiers que ceux qui sont à la croisée d'un champ scientifique donné comme la biologie et le calcul quantique. Il y a des métiers dans l'ingénierie. Par exemple, moi, j'ai découvert un truc, c'est qu'il y a besoin de gens qui maîtrisent l'électronique dans le quantique, des gens qui maîtrisent les lasers, la photonique, donc beaucoup d'ingénierie, beaucoup de métiers scientifiques. Donc en fait, c'est aussi l'occasion de redorer le blason de la science. On a besoin de beaucoup de scientifiques, beaucoup d'ingénieurs dans plein de disciplines différentes. On a besoin de physiciens en physique quantique, il continue d'en avoir besoin beaucoup, mais autour de ces physiciens, on a besoin de beaucoup d'ingénieurs. Et on a aussi besoin d'intégrateurs, c'est-à-dire des gens qui sont capables, notamment dans les startups, notamment celles qu'on a en France, d'intégrer tous ces différents métiers. Parce qu'il faut faire parler des gens qui ont des compétences très différentes. Les gens du logiciel, les gens de l'informatique classique, les gens du cloud, les gens de la physique, les gens de l'ingénierie, de l'électronique. C'est extraordinairement riche, en fait, comme domaine. C'est-à-dire qu'il va y avoir comme des chefs d'orchestre, finalement, des technologies quantiques qui vont pouvoir permettre aux entreprises de s'adapter, de faire fonctionner tout ce nouvel orchestre de talents numériques ensemble. Oui, il va falloir des gens aussi, qui un peu, ils seront peut-être pas experts, mais ils seront un peu plus multiculturels, multitâches, pour pouvoir bien, en effet, collaborer. Alors, ça existe dans plein de domaines déjà, y compris dans le cloud. Il faut savoir avoir les ingénieurs et les développeurs pour mettre toutes les solutions sur le hardware et que ça tourne bien. Mais voilà, c'est plein de métiers et ça va être très, très varié, et surtout dans toutes les industries, de la mode à la finance, à la biologie. Cette révolution quantique, comme la transformation numérique, elle va littéralement émailler tous les secteurs. Vous avez l'impression que le monde de l'éducation est prêt justement à cette transformation quantique, Olivier? Il y a du boulot. Il y a du boulot. Ne serait-ce que dans l'enseignement supérieur, il y a énormément de travail. Alors, au-delà, c'est encore plus complexe. Moi, je pense qu'il y a un enjeu principal qui est déjà de redonner envie aux jeunes de faire de la science. C'est un premier objectif sociétal. On sait que c'est un enjeu en Europe, en France. Après, dans ce monde-là, il faut faire de la physique et des maths. Ce n'est pas le seul champ scientifique, le seul à explorer. Et après, éventuellement, s'intéresser à l'informatique, aux technologies quantiques, à l'intelligence artificielle, à la biologie, à tout un tas de domaines. Donc, c'est des poupées concentriques, en fait. C'est des poupées russes. La principale, c'est quand même la science. Après, c'est les maths et la physique. Après, c'est les champs d'application. Et là-dedans, il y a le quantique. Et il faut aussi séparer l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est encore dans une économie de l'offre. C'est-à-dire qu'on est encore en train de mettre au point ces machines-là qui ne marchent pas encore, en fait, en réalité, à grande échelle. Donc là, il y a un enjeu scientifique qui est pour moi du même niveau que la fusion nucléaire. C'est très compliqué. Il faut plein de disciplines. Il faut beaucoup d'intelligence humaine du monde entier. C'est très international. Et après, il y aura, une fois que les ordinateurs vont marcher, petit à petit, ça viendra progressivement, l'usage qui est dans les entreprises. Mais il faut les deux en parallèle. Et il est hyper fier de lui, Olivier Astry, parce qu'il a placé le mot fusion nucléaire qui était son challenge depuis le début de l'émission. J'ai topinambour aussi, si tu veux. On peut essayer tout à l'heure, tiens, pourquoi pas. Non, ce qu'il y a d'important aussi, c'est de comprendre, c'est qu'il faut former des jeunes, mais il faut qu'on arrive aussi à avoir assez de personnes qui vont pouvoir aller dans la recherche, dans l'industrie, mais aussi qui restent à former. Et ça, c'est un vrai enjeu parce qu'on est déjà presque en pénurie de talent. On est même en pénurie de talent déjà dans ce domaine-là. On forme déjà depuis très longtemps, Polytechnique, Télécom, même EPITA maintenant a une majeure quantique qui est lancée et une mineure. Il y a de la formation, mais il faut que ça aille encore plus loin et surtout, il faut qu'on arrive à mettre les moyens pour avoir des talents dans toutes les disciplines qui vont en avoir besoin. Et on va voir justement dans la deuxième partie de cette émission l'ambition portée par la France depuis 2 ans, pile poil, janvier 2021. Emmanuel Macron dévoilait son plan quantique. On en parle dans un instant parce qu'on va essayer de le passer à la réalité des faits, justement, ce plan quantique français. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et je ne sais pas s'il est quantique en ce début janvier, mais en tout cas, c'est le Zap Tech d'Edouard Degnaud tout de suite.
retour sur le plateau de l'École du Futur, spécial Tendance 2023. Vous le savez, cette semaine, toujours en compagnie de Fanny Bouton, Quantum Lead pour OVH Cloud, et d'Olivier Ezrati, consultant, auteur, expert des technologies quantiques, cofondateur de la Quantum Energy Initiative. Vous nous en parlerez dans un instant. Évidemment, on est toujours en compagnie d'Amélia Matar, parce qu'Amélia a une idée derrière la tech. Et aujourd'hui, avec toi, Amélia, il est encore temps de prendre des bonnes résolutions. Tout à fait. Alors, éduquer de manière ludique à la question climatique est une vraie gageure. Intuitivement, on peut penser que le sujet, qui est tout de même très lourd, ne se prête pas trop au jeu. Eh bien, détrompez-vous, j'ai eu récemment le plaisir de découvrir le jeu Climatic Tac, édité par BioViva, et c'est tout simplement super. Le jeu coopératif Climatic Tac invite les joueurs dès 10 ans à s'allier pour lutter contre le réchauffement climatique, tout en découvrant de façon ludique des solutions pratiques pour freiner ses effets. C'est un jeu, certes, mais très sérieux tout de même. Il est le fruit de la collaboration d'une vingtaine de chercheuses et chercheurs spécialistes du climat et de médiateurs scientifiques issus de l'Institut Pierre-Simon Laplace et de plusieurs laboratoires, dont le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, dont fait partie la fameuse chercheuse et co-autrice du jeu, Valérie Masson-Delmotte, qu'on ne présente plus, coprésidente du groupe numéro 1 du GIEC depuis 2015. L'équipe projet a été récompensée par la médaille de la médiation scientifique du CNRS fin 2021. Alors, quand j'entends Climatic Tac, je me dis, attention, il n'y a plus que quelques minutes pour pouvoir justement réussir à relever les défis du climat. Le but du jeu, c'est lequel exactement? Alors, les joueurs doivent préserver plusieurs villes du monde pour qu'elles restent habitables. Madrid, New York, Lima, Jakarta. Pour cela, les joueurs doivent maîtriser les gaz à effet de serre jusqu'à la fin du siècle. Pour commencer, dans ce jeu, c'est celui qui a fait du vélo en dernier qui débute la partie. Ensuite, les joueurs piochent des cartes actions, défis et aléas. Alors, les cartes actions permettent d'appliquer des solutions pour freiner le changement climatique et réduire les gaz à émissions de CO2, les émissions de CO2, pardon. Par exemple, la carte action, le fonds vert vous attribue un financement pour réaliser des travaux d'adaptation au changement climatique. Cette carte permet de faire baisser le risque alimentaire, le risque infrastructure et le risque santé d'une ville donnée. Un joueur peut aussi utiliser une carte défi pour accentuer l'effet de son action, mime, épreuve de mémoire, dessin, etc. Mais s'il échoue, l'effet est alors amoindri. Et enfin, les joueurs tirent des cartes aléas climatiques, inondations, canicules, tempêtes, qui vont par exemple déstabiliser la ville en question sur ses aspects infrastructure, alimentation ou santé. Les villes ne peuvent encaisser qu'un certain nombre d'aléas. Si ce nombre est dépassé, la ville devient inhabitable, elle est perdue. Ouais, donc si je t'entends bien, c'est le Monopoly inversé du climat, repasser par la case prison directement si vous n'arrivez pas à sauver cette ville. Comment est-ce qu'on gagne d'ailleurs à ce jeu, tiens? Eh bien, c'est un jeu coopératif, donc tout le monde gagne ou tout le monde perd, un peu comme dans la vraie vie avec le réchauffement climatique. Les joueurs doivent coopérer pour maintenir la température en deçà d'un certain seuil. Les joueurs gagnent tous ensemble s'ils parviennent à préserver les villes et à n'émettre que le strict nécessaire d'unités de CO2 jusqu'à la fin du siècle, donc jusqu'au 6e tour du jeu et dernier tour du jeu. Dans le cas contraire, ils perdent. Alors, je comprends bien le processus ludo-éducatif là-dedans, mais c'est quand même pas un peu anxiogène? Très franchement, si. On se projette sur des parties du globe devenues inhabitables, ravagées par des aléas climatiques extrêmes, sur des mouvements de population réfugiés climatiques, sur des vagues de surmortalité dues à la chaleur. Mais malgré tout, je dois admettre que j'ai été très surprise de voir mon fils de 8 ans qui a joué avec moi, y jouer avec grand plaisir, parce que la mécanique de jeu est très bien faite et qu'on a envie de gagner. Et les enfants ont cette capacité à s'amuser dès lors que le jeu proposé s'y prête. Alors, on est sur les tendances 2023 cette semaine dans l'École du Futur. On a envie de se dire que la technologie peut peut-être avoir un rôle, même minime, dans ces solutions justement appliquées à ce jeu Climatic Tac. Oui, et moi j'ai passé en revue toutes les cartes actions et c'est très intéressant parce qu'on observe que c'est bien un équilibre entre plusieurs leviers dans plusieurs domaines, agriculture, mobilisation citoyenne, action politique, etc. Et la technologie met clairement sa pierre au grand édifice de la lutte contre le changement climatique. C'est un levier parmi de nombreux autres leviers, mais c'est clairement un levier. Quelques exemples de cartes actions liées à la tech que j'ai sélectionnées. Carte action, des progrès technologiques facilitent le captage et le stockage du CO2 dans les sols. Carte action, les progrès technologiques rendent les usines marémotrices plus rentables. Leur diffusion réduit la concentration de gaz à effet de serre. Autre carte action,
Une innovation technologique facilite les constructions intelligentes qui protègent mieux du soleil. Et d'ailleurs, cette dernière carte action fait clairement penser au dernier prix Bold Future Award de Veuve Clicquot, remis à Julie Davico-Pahin, cofondatrice et dirigeante d'Ombrea, une technologie qui protège les cultures des effets du changement climatique. Bref, le changement climatique est certes un sujet sérieux, mais le jeu est une activité sérieuse, disait le pédagogue allemand Friedrich Frobel, inventeur des jardins d'enfants. On voit bien qu'ici, c'est parfaitement vrai. Absolument. Décidément, on aura rendu beaucoup hommage au prix Bold Veuve Clicquot depuis lundi avec la base de données que vous dévoilez, Guillaume Gralet, dans cette émission Bold, conçue notamment par Aurélie Jean, pour pouvoir justement mettre en avant toutes les entrepreneurs dans le monde. Quand on entend justement, Amélia, cette chronique, ce jeu, cette envie aussi de pouvoir redonner aux enjeux du climat un aspect éducatif et ludo-éducatif, mais aussi trouver des solutions, on se demande si le quantique peut justement faire partie de l'apanage de ces solutions à venir. Vous nous disiez tout à l'heure, Fanny et Olivier, que le quantique pouvait accélérer littéralement tous les secteurs. On parlait notamment de la médecine et de la recherche sur les vaccins, sur les traitements aussi. Est-ce qu'on peut trouver des solutions au changement climatique grâce aux technologies quantiques? Alors c'est une des ambitions de certaines. Alors c'est marrant, c'est beaucoup de chercheuses qui sont derrière le quantique, qui sont plus orientées là-dessus, qui en parlent le plus souvent. Ouais. Mais que ce soit Pascal Senelard, qui est derrière Candela, qui est spécialiste du photon, ou Maud Vinet, c'est vraiment des ambitions pour elles de, si ça réussit, comment capter le CO2, comment améliorer tout ça. On pourra avoir des améliorations sur les calculs et la simulation pour le faire. Après, ça reste une promesse et voilà. Après, il y a tous les enjeux, et là, je pense qu'Olivier va pouvoir en parler avec son initiative. C'est comment, et je pense qu'il y a une vraie prise de conscience là-dessus, c'est comment on fait de l'informatique et de l'informatique quantique de façon raisonnée, optimisée, et d'avoir conscience de est-ce que ça va être plus consommateur ou pas. On entend très souvent le truc du « ah, c'est plus puissant, donc ça va consommer plus ». À la base, non. C'est du calcul réversible, donc c'était censé pas l'être. Mais il y a des erreurs, il faut des codes de correction d'erreurs, et là, ça va consommer, et puis il y a tout un tas d'autres choses. C'est très complexe. Par contre, il y a un vrai enjeu, et c'est là où la QEI est top, et Olivier, je pense que je peux en parler, c'est que dès le début, il y a des gens qui se penchent sur le sujet, et que tout le monde est en train de se fédérer pour avoir conscience de ça tout de suite. C'est-à-dire que ce qui est passionnant avec ces développements quantiques, c'est qu'au lieu de se poser la question a posteriori de la sobriété numérique, on essaie, Olivier, de pouvoir développer des technologies quantiques sobres by design. C'est la question qui est posée. Alors, faut bien voir qu'on est dans un monde à ressources finies. Le quantique, c'est des technologies qui s'additionnent aux technologies existantes. Donc, il est important que ce qu'on va rajouter ne soit pas un gouffre à énergie. Ça, c'est la première question qui est posée. La deuxième, c'est comment faire en sorte que l'ensemble des acteurs de cette industrie, que ce soit les chercheurs, les entreprises, travaillent ensemble pour s'assurer qu'on y arrive. Et ça, c'est pas gagné. C'est pas gagné parce que l'ordinateur qui va être capable de simuler les molécules du futur pour créer des solutions, parfois pour résoudre des problèmes de climat, c'est peut-être un énorme ordinateur. Et peut-être qu'il va consommer beaucoup d'énergie. Donc, avec Alexia Ofev, Robert Whitney et Janine Spetstosser, qui est en Suède. Alors, la première est à Singapour, c'est une Française. Le deuxième est un Anglais basé à Grenoble. Et la troisième, donc, en Suède. On a lancé une initiative qui vise à faire travailler les gens ensemble pour, justement, se préoccuper de cette question tout de suite. Dès maintenant, avec une méthodologie, avec des outils de benchmarking, des outils qui permettent de faire travailler les gens ensemble, justement pour trouver des solutions, pour faire en sorte que les ordinateurs quantiques, mais pas que, les communications quantiques aussi, les capteurs quantiques, soient sobres en énergie. Et c'est un travail énorme, en fait. C'est un travail très difficile, et on fait que démarrer. On a démarré ça il y a 3 mois. On est en train de lancer une communauté. On va créer des projets collaboratifs avec l'Union européenne. Il y a énormément de choses à faire et c'est une mission, quoi. C'est faire travailler les gens ensemble. Donc, porté sur les fonds Baptismon 2022, qui va poursuivre sa mission en 2023, c'est donc ce fameux Quantum Climate Initiative. Donc c'est pour ça que c'est aussi Énergie Initiative. Énergie Initiative. Bon, tu pouvais mettre le climat aussi dedans, finalement. On n'est pas si loin. Justement, il y a une différence à faire entre d'un côté le fait que les technologies quantiques doivent être elles-mêmes respectueuses de l'environnement et le fait qu'on peut utiliser le calcul quantique pour résoudre un certain nombre de problèmes, mais dans un futur relativement lointain. Donc il faut bien séparer les deux. Nous, on n'a pas vocation. Et pas chercher à les articuler. Alors nous, on n'a pas vocation à créer les solutions elles-mêmes. On a vocation à faire en sorte que les ordinateurs qui vont permettre de créer ce solution soient exemplaires. Parce que si on a des ordinateurs qui consomment l'équivalent d'une centrale nucléaire
pour faire une simulation moléculaire, je ne suis pas sûr que la société l'accepte. Donc il faut travailler là-dessus pour que ce soit acceptable. Climat, sobriété, sans vouloir chercher à les articuler, mais en tout cas à ce qu'elles soient complémentaires. Dans le quantique, on va continuer justement à parler de ces technologies quantiques. Code Quantum, c'est tout de suite là, dans la partie de cette émission de Tendance. Alors, Code Quantum, pour Olivier Ezrati, qui ne le savait pas, c'est une série qui a bercé l'adolescence, parfois l'enfance de certaines personnes autour de cette table, et dans laquelle, justement, il y avait un incroyable avatar qui permettait aux héros de la série de pouvoir réaliser des solutions, de pouvoir décrypter, trouver des enquêtes. Bref, c'était absolument formidable. Tu me feras tes devoirs et tu iras regarder Code Quantum la prochaine fois. Il a été surpris, tu dis Code Quantum, parce que pour lui, c'est Décode Quantum, puisque c'est notre émission. Je pensais que tu faisais référence à un format ou à autre chose. Mais... Pas du tout. On peut prendre l'émission, les amis, parce que justement, on a encore beaucoup de choses à voir sur ces technologies quantiques. Pour en parler à mes côtés, vous n'avez pas pu y échapper. Olivier Ezrati, expert évidemment des technologies quantiques, consultant, qui donc, avec plusieurs chercheurs et chercheuses en technologie quantique, lance cette initiative Quantum Energy Initiative, jusque-là tout va bien. Fanny Bouton, toujours Quantum Lead pour EVH Cloud et experte également des technologies numériques, et leur magnifique podcast s'appelle Décode Quantum, en partenariat notamment avec French Web. Amélia, évidemment, tu es toujours aussi à nos côtés. On va se replonger 2 ans en arrière. Tiens, c'était le mois de janvier 2021. Emmanuel Macron dévoilait son plan quantique pour la France. C'était en grande pompe à Paris-Saclay. 1,8 milliard pour financer cette révolution. Et puis surtout, une promesse, développer, je cite, un ordinateur hybride, notamment pour la chimie, la logistique, l'intelligence artificielle, et ce, dès l'horizon 2023. Vous me voyez venir, est-ce que l'horizon se rapproche ou pas du tout ? En fait, la première génération d'ordinateurs quantiques qui correspond à cette promesse va être mise en œuvre exactement en 2023, précisément à Bruyères-le-Châtel, dans un centre de calcul qui s'appelle le TGCC, qui est au CEA, et va être installée une machine qui vient de la société Pascal. La machine s'appelle Fresnel, même précisément. C'est une machine qui, pour l'instant, a une capacité de calcul intermédiaire, c'est une centaine de qubits, donc c'est pas la machine... de très grande taille, mais elle va permettre de commencer à faire des études, des calculs correspondant à une partie des cas d'usage que tu présentais. Et donc, c'est une réalité. Par contre, c'est le début d'une roadmap, c'est-à-dire c'est le début d'une série de machines qui vont s'améliorer dans le temps. Je sais qu'a priori, d'ici 2024, 2025, 2026, cette start-up va être à même de créer une machine un peu plus puissante qui, elle, va dépasser la puissance des supercalculateurs. C'est ce qui est prévu en tout cas. Et Pascal, ça tombe bien, c'est une très belle start-up en matière de quantique qui a été créée notamment à Paris-Saclay et dont un des cofondateurs n'est autre qu'Alain Aspect, le prix Nobel de physique. C'est bon pour le marketing, 2022. Complètement. Je pense que pour le coup, il ne s'y attendait pas, lui non plus, mais on lui posera la question dans un prochain épisode de l'École du futur. On voit la vitalité de ces start-up évidemment françaises sur l'ensemble des technologies quantiques à pouvoir craquer, décoder pour pouvoir justement réussir à gagner ce pari du quantique. Mais d'abord, Fanny, 2023, c'est l'année du quantique. Alors 2023, moi j'aurais déjà dit 2022. Était déjà censé être. C'est en train de monter en puissance. 2023 va être une année où des choses vont se concrétiser. C'est-à-dire que ça fait 2 ans depuis l'annonce du plan quantique et ça avait commencé avant avec le plan Paula Forteza. C'est que tout le monde s'est mis en ordre de bataille et qu'on s'est rendu compte qu'en France, en plus, on avait des super poulains. On en a quand même 6 maintenant. On a 6 technologies quantiques différentes pour potentiellement avoir le meilleur ordinateur quantique. Lesquelles, par exemple ? Alors, on a Pascal, donc on a cité, qui est le plus avancé actuellement en termes de machines, mais on a Candela avec son ordinateur photonique, Alice & Bob avec ses qubits de chat et ses 12 avec le carbone. On a Sequence qui vient de sortir tout droit du CEA avec Maud Vinet à la tête, qui, elle, est sur encore une autre technologie. Et le dernier... C'est Crystal Quantum Computing, travaille sur une technologie moins connue qui sont les ions piégés. Voilà. Et alors, ils ont tous des avantages et des inconvénients. Il y en a qui sont plus stables, mais qui ne sont pas faciles à scaler. D'autres qui font un peu plus de bruit, qui bougent plus, mais qui vont être plus faciles à scaler. Mais en tout cas, on en a 6. Et ça, c'est quasiment un record mondial par rapport à un pays. Donc, ça nous donne beaucoup de chances d'y aller. Et après, c'est comment les faire collaborer, comment avoir le software qui va dessus, et comment travailler en effet avec le TGCC, le GENSI et HQI qui a été monté donc, pour ces calculs hybrides. Comment les acteurs du cloud peuvent se fédérer aussi là-dessus et travailler avec eux. Et là,
ça commence à avancer et il y a eu l'initiative aussi France Quantum qui a été lancée dans la Tour Eiffel en juin, où il y avait déjà pas mal de ces acteurs. Ça recommence à Station F le 13 juin, la veille de Vivatech cette année. Et là, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui vont être délivrées. Tous les trimestres, on va avoir des choses, et même presque tous les mois, il y a des choses qui vont être annoncées. Ça prend forme. Je suis plus modeste, je préfère parler de décennie. Ce sera une décennie quantique. Oui, parce que il faut qu'on aille jusqu'en 2033 pour pouvoir... Il ne faut pas oublier que l'innovation, dans quelques domaines que ce soit, et c'était vrai dans l'intelligence artificielle, elle est continue. Il n'y a pas une année où il se passe tout, quoi. En fait, tous les ans, il y a des progrès. Les scientifiques, ils sont nombreux, les entreprises sont nombreuses, et on va avoir d'année en année des progrès qui vont arriver. Mais c'est quand même une course de fond. Ça, c'est très important, et c'est important d'ailleurs du point de vue politique. Une course de fond. On reviendra d'ailleurs aux dernières déclarations et finalement aux dernières satisfecit, si je peux le dire ainsi, d'Emmanuel Macron en matière de technologie quantique. Mais j'ai envie qu'on continue finalement sur notre lancée sur la force et la belle vitalité des startups françaises et européennes en la matière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette révolution quantique, cette bataille du quantique, parce qu'il y a aussi une lutte pour ce qu'on appelle la suprématie quantique, une sorte finalement de souveraineté quantique, à la fois technologique, culturelle, industrielle. Ça veut dire que les GAFAM, pour une fois, ne feront pas forcément la course en tête de ces technologies. Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est pas pour l'instant le plus d'argent, mais c'est avoir les talents. Parce qu'on a plein de moyens déjà. Il y a des expériences qui ne sont pas faites parce qu'il manque des humains formés dessus. Donc ça, c'est une des premières réalités. Après, forcément, ça aide d'avoir plus d'argent. On a les talents en France, on sait les produire, on sait les former. Après, c'est comment les garder, comment créer et les transformer en entreprise et comment faire en sorte, parce que justement, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça va prendre du temps. Et c'est là où le financement dans la durée, il va falloir qu'on soit bon et que tout le monde se fédère. Et ça veut dire, il y a le gouvernement qui met de l'argent, il y a les investisseurs, mais il va falloir, pour que la France et l'Europe réussissent, il va falloir aussi que les industriels prennent conscience qu'ils doivent rentrer dans la course maintenant. Parce qu'on n'a pas les mêmes moyens que la Chine ou les États-Unis, en effet, en termes de financement. Je pense que c'est important, cette prise de conscience. Et même, c'est que ceux qui ne prennent pas le train maintenant, ils seront obligés d'être consommateurs des autres. Et si on ne veut pas encore être une fois consommateur des GAFAM, pour une fois, si on s'y met maintenant, on pourrait avoir nos propres outils et on sait le faire. On montre qu'on a la techno, en tout cas en France et en Europe. Donc, allons-y. C'est possible pour une fois d'être dans la locomotive et pas forcément dans la cale? Oui, alors il y a un paradoxe, c'est que ce n'est pas les GAFAM qui sont numéro 1 aux États-Unis, c'est une société qui ne fait pas partie d'un point de vue pratique des GAFAM, c'est IBM. IBM, c'est la société dans le monde qui investit le plus dans le quantique. Et ils ont une force, ils ont près de 1000 personnes là-dessus, ils ont un gros budget. Derrière, il y a Google, Amazon, Microsoft, mais qui sont loin derrière IBM. Donc, c'est déjà l'ordre dans les GAFA, mais pas le même que d'habitude. Et déjà bouleversé. Donc, ça veut dire qu'on a un ordre mondial du quantique qui va être complètement revu. Oui, il est très probable que les leaders de ce marché-là ne soient pas forcément tous américains. Ça dépendra des technologies utilisées. Il y a une grande diversité. On peut appeler ça une explosion cambrienne, une analogie sur l'histoire. Il y a beaucoup de diversité. Il est très probable qu'il y aura une cohabitation de technologies avec des technologies qui viennent d'Europe, d'autres qui viennent des États-Unis, pourquoi pas d'Asie. Et notamment, l'Europe et la France, ils sont bien placés aussi pour un autre créneau qu'on appelle les technologies capacitantes ou habilitantes. C'est les technologies qui servent à faire des ordinateurs quantiques, mais comme la cryogénie avec Air Liquide, ou comme des gens qui font des câbles déconnecteurs comme chez Radial ou Atem, qui est une société basée à Toulon. Et donc, on a plein de sociétés comme ça en France qui vont créer aussi des technologies. C'est un peu les vendeurs de pelles et de pioches de la rue vers l'or du quantique. Et donc, c'est intéressant d'avoir un complément entre les gens qui font la machine elle-même et les gens qui font les composants de la machine. Oui, parce que le numérique, c'est du très concret, on ne cesse de le rappeler. Je vais même donner un autre exemple qui est très peu connu, c'est que les matériaux, les matières premières dont on a besoin pour certaines de ces machines-là, c'est des matières très rares. Et bien, c'est Orano qui va les produire pour quasiment le monde entier. Intéressant. Donc voilà, donc on peut avoir un leadership dans des endroits méconnus en fait, dans un domaine comme celui-là. Et puis après, ce leadership, il est important, c'est que le pays ou en tout cas la région du monde qui va avoir cet avantage-là, en effet, alors est-ce que ça va être vendu à tout le monde ou pas, ou est-ce que gagner 30 ans d'avantages technologiques à un moment, ce sera pour se replacer bien sur un échiquier mondial? Il y a des enjeux très importants. Donc être dans la course, c'est bien, mais celui qui va être le premier, il aura aussi un gros avantage technologique. En fait, une manière de résumer les choses, c'est que comme l'ordinateur quantique ne marche pas encore à grande échelle, il y a une énorme incertitude scientifique. Et l'incertitude est une chance, en fait. Parce que s'il n'y avait pas d'incertitude scientifique, on aurait perdu. La force financière et marketing des Américains nous aurait déjà écrasés. Comme on a encore cette incertitude, il y a encore des chances pour des chercheurs européens et français de créer la différence avec
la dimension scientifique. En plus, c'est des marchés très entreprises. On n'est pas sur un marché grand public où l'effet de masse compte beaucoup. Donc, on a nos chances grâce à ça. Mais c'est pas gagné d'avance. Il faut bosser, il faut bien financer nos startups, il faut les aider avec la commande publique. C'est plutôt bien parti dans le cadre du plan quantique français. Il y a beaucoup de planètes alignées pour y arriver, mais on a nos chances. L'incertitude est une chance. En tout cas, quelqu'un qui a une grande certitude, c'est encore une fois Emmanuel Macron en matière de technologie quantique, puisque le président français a refermé l'année 2022 avec un tweet digne de Matrix. Regardez, 100 ans après le premier télégramme diplomatique entre la France et les États-Unis, la France a transmis son premier télégramme diplomatique en cryptographie post-quantique. Ça a l'air un peu technique, d'ailleurs il le dit au début du tweet, Emmanuel Macron, et même assez grandiloquent dit comme ça, mais en réalité c'est une réalité relativement simple. L'idée c'est de pouvoir développer dès le départ des technologies sécurisées qui vont pouvoir permettre de contrer les éventuels risques des technologies quantiques. On est sur une espèce d'inception de technologie quantique, ça veut dire quoi Fanny exactement ? Ça veut dire que potentiellement, avec le fameux algo de Shor dont tout le monde parle, on pourrait casser les sécurités quantiques. C'est de faire tomber Internet, le Bitcoin classique, pardon. Oui, c'est avec l'informatique quantique, avec un bon ordinateur bien puissant qui ferait tourner cet algo. Mais il s'avère que c'est potentiellement dans 30 ans. Par contre, c'est est-ce qu'on a des choses qui ne doivent pas être lues, qui seraient piratées maintenant, mis de côté, et on les décrypterait dans 30 ans. Donc ça, c'est un peu le vrai truc de maintenant, c'est quand est-ce qu'on le fait et quand est-ce qu'on se décide à sécuriser, en sachant qu'on sait qu'on peut sécuriser sans informatique quantique avec de la crypto. Donc post-quantique, mais il n'y a pas d'ordinateur quantique. Elle est classique. Elle est classique, en fait. Donc, on sait déjà se protéger de ça. Ouais. Ce qu'il y a d'intéressant, et je pense qu'Olivier, tu peux le dire, c'est qu'en fait, il y a cette espèce de loup, mais qui était dans 30 ans, et en même temps, il y aurait peut-être un loup qui arriverait plus tôt d'autre part. Je ne peux pas en parler. Pourquoi merci, ça. Quel teasing, un teasing absolu pour ça comme réponse. Le truc dont je peux parler, c'est que ce télégramme, il a été mis grâce à une technologie française, créée par une société française qui s'appelle Cryptonex Security, qui fait partie des joyaux qu'on a en France, mais dans un domaine qui n'est pas quantique. En fait, c'est de la cryptographie classique, mais qui repose sur des méthodes mathématiques modernes qui permettent de se protéger contre effectivement ces algorithmes quantiques qui pourraient un jour faire du mal à l'Internet ouvert, en gros. Bon, quand on aura nos grades secret défense, vous reviendrez nous en parler, comme ça on pourra découvrir ce Tu n'es pas habilité, donc je peux pas en parler. La question, parce qu'on en parle beaucoup dans les médias, et c'est vrai que c'est, oui, ça va tout casser, etc., c'est à quel moment on veut se préparer. On sait déjà se protéger, c'est à quel moment on décide de le faire et quel est l'enjeu. Donc chacun doit se poser la question maintenant, sereinement. Ça ne coûte pas très cher non plus en plus, donc... Voilà, qui peut le plus, peut le moins. Moi, je conseillerais de commencer à regarder. Et il y a tout un tas d'analyses de fait, que ce soit au NIST ou à l'ANSI, avec des recommandations internationales. Et les entreprises et OVH Cloud suivent ça de très près pour justement être prêts au bon moment. La meilleure défense, c'est pas forcément l'attaque, c'est souvent la préparation en réalité. Oui, c'est d'anticiper. Et on sait qu'il y a cette potentielle attaque. Les chances qu'elle arrive, si on sait se préparer, se protéger pour pas grand-chose, pourquoi s'en passer ? Absolument. Je voudrais qu'on termine cette émission quand même sur aussi le potentiel des talents, on en a parlé tout à l'heure, mais d'inclusivité aussi que peut offrir le quantique. Amélia, tu en parlais aussi tout à l'heure avec nous. L'idée du quantique, c'est aussi de se dire que, et on l'a vu dans vos témoignages, il y a énormément de femmes, de chercheuses incroyables qui tous les jours mettent au point cette technologie quantique. Je vais citer notamment la papesse de l'informatique quantique, Michelle Simons, qui est cette incroyable chercheuse britannico-australienne qui émet depuis l'Australie pour tous ses travaux et ses avancées sur la révolution quantique. Le quantique, c'est une chance pour les femmes ? Est-ce que c'est une chance plus qu'un autre domaine ? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que dans la recherche, il y a des femmes. Et après, dans l'informatique, est-ce que ça va rebouger ? J'espère. J'en fais partie, donc absolument. J'en suis ravie. Mais non, c'est quels sont les sujets d'intérêt. Et souvent, les femmes sont très intéressées par qu'est-ce que ça va changer dans le monde, qu'est-ce que ça va révolutionner. Le sujet quantique, en effet, a ça. Et comme dans la médecine, ou tout ce qui est agro et autres. Donc oui, il y a des places, il y a plein de choses à faire. Et je pense que c'est un sujet qui doit et peut intéresser les femmes. Et on en a rencontré des incroyables dans tous les domaines scientifiques, que ce soit du photon
au silicium. Et ça va être... Parmi les femmes qu'on connaît bien dans ce milieu, il y a des femmes entrepreneuses qui ont créé des start-up, comme Pascal Sonnellard, comme Elam Kachefi, qui est d'origine iranienne mais basée à Paris, qui a créé une société qui s'appelle VeryCloud. On a Alexia Ofev, que j'ai déjà cité, avec qui j'ai lancé la Quantum Energy Initiative. Maud Vinet, qui est quand même une brillante chercheuse côté CEA, qui, associée avec des gens du CNRS, crée une start-up. Eleni Diamanti. J'aime bien citer les noms qui comptent. Mais absolument. Eleni Diamanti, qui aussi est cofondatrice d'une start-up qui s'appelle WeLink, pour la communication quantique entre les ordinateurs quantiques. Donc c'est très farfetch, c'est très long terme. C'est toutes des chercheuses qui sont allées vers l'entrepreneuriat d'ailleurs, et ça aussi c'est un changement. Hélène Perrin, qui est moins connue, mais Hélène Perrin, qui est chercheuse à Paris, et qui, elle, pilote en fait l'écosystème parisien, enfin francilien d'ailleurs, un projet qui s'appelle Quantip, qui est financé par la région Île-de-France. Donc en fait, très souvent d'ailleurs, ce que j'ai constaté dans cet écosystème, c'est que les femmes jouent un rôle pivot de coordination des écosystèmes. Alexia avait piloté celui de Grenoble, Pascal avait piloté celui de Saclay, Eleni pilote celui de Paris. C'est des rôles de leader. C'est pas juste des rôles de figuration, c'est des rôles de structuration des écosystèmes, c'est des rôles fondamentaux mélangés à l'entrepreneuriat. Donc c'est des femmes brillantes, et c'est en les rendant visibles qu'on peut inspirer d'autres jeunes femmes de s'intéresser à ces questions. Et ça nous permet de rendre hommage à cette très belle initiative d'Olivier Adratti, notamment Quelques femmes du numérique, une exposition photo qui progresse, j'allais dire, qui se complète d'année en année, et de disruption technologique en disruption technologique. Merci infiniment Fanny Bouton, Olivier Adratti, pour être venu décrypter avec nous cette révolution quantique, une des tendances qui fera certainement l'année 2023. Merci comme toujours à Amélia Mattar pour ses idées derrière la tech. On se retrouve dès demain pour une émission Actu.